On doit se le dire, le confinement, c'est pas toujours de tout repos. Entre les grosses matinées, les collations plus nombreuses et le partage de Wi-Fi avec le reste de la famille, cette réclusion forcée me laisse du temps pour me poser des questions et surtout d'en chercher les réponses. Cette semaine, en entendant parler le Dr Arruda et d'autres spécialistes d'immunité sociale, je me suis demandé qu'était l'immunité et comment elle pouvait devenir sociale. Très complexe comme sujet, mais je tente le coup quand même. Mais qu'est-ce que l'immunité? Le dictionnaire Larousse décrit l'immunité comme étant l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre les éléments étrangers à celui-ci, en particulier contre les agents infectieux, champignons, cellules cancéreuses, virus, bactéries ou parasites. Selon le petit Arthur, on peut donc comparer l'immunité ou système immunitaire à un système de défense pour notre corps. Il doit être capable de distinguer ce qui appartient au corps et ce qui ne lui appartient pas. Le système immunitaire est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger le corps et réagir aux infections et aux maladies. Mais comment ça fonctionne tout ça? Pour assurer sa protection, le corps humain possède deux types d'immunité, l'immunité passive et l'immunité active. L'immunité passive est innée, ça veut dire qu'on vient au monde avec. Elle comprend deux lignes de défense, et ce, à l'exemple des défenseurs d'une équipe de hockey qui se relaient consécutivement, mais de bien meilleure façon que ceux de notre Sainte Flanelle. L'expression Sainte Flanelle fait référence à l'ancien tissu dont étaient faits les chandails portés par les joueurs du Canadien de Montréal, qui à l'époque étaient considérés par leurs partisans comme des demi-dieux et des faiseurs de miracles. La première ligne de défense de l'immunité passive est externe et empêche les agents infectieux de pénétrer dans l'organisme. Elle comprend une barrière physique composée de la peau et des muqueuses. Ça, c'est comme la peau des organes qui se rattachent au monde extérieur. Comme l'intérieur du nez, notre tube digestif, les voies urinaires et la cornée des yeux. Il y a aussi une barrière chimique qui est composée de sécrétions telles que la salive, les larmes et le mucus, des voies respiratoires et digestives. La seconde ligne de défense de l'immunité passive du corps est interne et empêche la multiplication des agents infectieux qui ont réussi à pénétrer dans l'organisme. Elle est composée de plusieurs types de cellules et protéines qui ont des noms compliqués, mais qui aident chacune à leur façon. Ceci conclut l'immunité passive. Parlons maintenant du deuxième type d'immunité du corps humain, celle dite active. L'immunité active est adaptative. Ça veut dire qu'on la développe et qu'on la construit en fonction des ennemis qu'on affronte. Elle met plus de temps à se développer lors d'une première rencontre avec un nouvel envahisseur. Par contre, lors d'un deuxième contact, la réponse est beaucoup plus rapide. Elle est représentée par deux types de globules blancs, qu'on appelle lymphocytes. Il y a d'abord les lymphocytes T. Ils agissent comme les sentinelles pouvant identifier la présence d'un ennemi. Lorsqu'ils découvrent les corps étrangers, ils appellent leurs amis les lymphocytes B. Lorsqu'alertés, les lymphocytes B vérifient s'ils ont la recette pour le battre. Une fois la recette trouvée, ils vont agir comme des petites usines à fabriquer des anticorps. On appelle ça la réaction immunitaire. Mais au fait, c'est quoi un anticorps et surtout, à quoi ça sert? En simple, selon le petit Arthur, un anticorps est l'équivalent d'un commando d'une super unité de combat. Véritable arme de guerre qui sert à combattre les infections et à défendre notre corps. En équipe, les B et T vont ainsi travailler ensemble pour combattre le vilain. Si la recette n'est pas dans ces archives, ils vont la bâtir au fur et à mesure du combat. La beauté de l'immunité adaptative découle non seulement de la capacité de nos globules blancs d'attaquer et détruire les virus, bactéries et autres vilains, ou dans leur aptitude à développer des anticorps, mais surtout dans son aptitude à s'en souvenir pour le reste de sa vie. C'est magique comme processus. Mais comment les super pouvoirs de l'immunité peuvent-elles être qualifiés de sociales? Mais si l'immunité est un super pouvoir personnel, pourquoi le Dr Arruda parle-t-il d'immunité sociale?
Si l'immunité réside dans la capacité de se défendre contre un envahisseur, peut-on déduire que l'immunité sociale ou l'immunité collective réside dans la capacité d'un groupe à faire une barrière contre un ennemi? Élémentaire, mon cher Watson, dirait Sherlock Holmes. Mais encore, lorsqu'une personne est immunisée contre un super vilain, elle sert de barrière protectrice empêchant la propagation de celui-ci. Moins de gens sont immunisés, moins efficace est la barrière. Plein de trous et plus de gens risquent d'être infectés. À l'inverse, plus de gens sont immunisés, meilleure sera la barrière. Plus étanche, elle agit comme un véritable bouclier, freinant ainsi la propagation du super vilain. Gardons en tête que plus le vilain est contagieux, plus le nombre de personnes immunisées doit être élevé, afin que l'immunité sociale puisse fonctionner. Le corps humain, quelle machine! Merci à tout le personnel de la santé de s'y intéresser, de se développer continuellement et de tout mettre en œuvre pour prendre soin de nous. Quand on y pense, c'est quand même dommage d'avoir à combattre un super vilain pour développer son immunité. N'y a-t-il pas un moyen pour s'immuniser sans avoir à le rencontrer? Élémentaire, mon cher Watson, dirait encore Sherlock Holmes. Oui, ça existe, ça s'appelle un vaccin. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre capsule. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine!